Un millionnaire stérile s'est rendu dans un orphelinat pour adopter un enfant, mais il a été choqué en voyant un petit garçon identique à lui. Lorsqu'il a demandé comment l'enfant était arrivé là, il a failli s'évanouir en entendant la réponse. Le silence régnait dans l'appartement perché au sommet d'un immeuble haussmannien face à la silhouette intemporelle de la tour Eiffel. À l'intérieur, tout respirait l'élégance contenue. Les murs habillés de bois sombre, les œuvres d'art discrètes mais inestimables, le parquet ciré qui n'avait jamais connu le pas d'un enfant. Laurent Delacour, 40 ans, tout juste, se tenait debout près de la baie vitrée, un verre de vin rouge à la main sans y avoir goûté. La ville, à ses pieds, semblait vibrer de vie. Lui, au sommet de son empire, n'était plus qu'un homme creux, riche d'une fortune qui ne raisonnait plus avec rien. Chaque jour, les journaux économiques louaient son génie. Créateur d'un groupe de luxe présent dans les 5 continents, il avait su transformer une maison familiale moribonde en colosse du raffinement. Sa vie publique n'était qu'éclat, mais dans la solitude feutrée de son duplex, le vide était assourdissant. Depuis son divorce 3 ans plus tôt, Laurent avait cessé de se mentir. Il n'était pas fait pour les réceptions, les conquêtes anonymes ou les voyages sans destination, intimes. Ce qu'il désirait, dans le plus grand secret, c'était une famille, un héritier, quelqu'un à aimer pour autre chose que pour ce qu'il possédait. À 32 ans, il avait appris qu'il ne pourrait jamais avoir d'enfant. Le des deux. Verdict avait été brutal, définitif. Son ex-femme Louise l'avait soutenu dans un premier temps, mais après 2 années de tentatives infructueuses de procréation assistée, leur couple avait sombré dans le non-dit. Ils s'étaient séparés sans cri, comme 2 associés qui clôturent un projet raté. Depuis, Laurent n'avait jamais tenté de recommencer. L'idée de l'adoption avait germé lentement avec prudence, puis face à l'évidence de sa solitude, elle avait mûri, s'était imposée. Ce fut par un matin gris de novembre qu'il prit la décision. Il appela son avocat, demanda discrètement les procédures, puis fixa un rendez-vous avec un orphelinat de Lyon recommandé par un mécène qu'il connaissait. Ce choix n'était pas anodin. Lyon, ville de son enfance, portait encore les traces de souvenirs doux et flous, des éclats d'un temps où tout semblait possible. Assis dans son bureau au mobilier minimaliste, il relisait le courriel de confirmation du rendez-vous. La directrice de l'établissement, une certaine Madame Fournier, l'y attendrait le lendemain à 10 heures précises. Laurent se leva, posa son verre intact sur la console et alla préparer un petit sac. Il n'aurait besoin que de peu de choses pour ce voyage. Ce n'était pas une mission d'affaires, c'était autre chose. Quelque chose de profondément personnel. Dans le TGV qui filait vers le sud, il tenta de se projeter. Comment choisir un enfant? Comment savoir si l'on est capable d'aimer sans condition un inconnu? Il n'avait pas de réponse, mais il ressentait cette urgence intime, cette nécessité de donner enfin un sens à ses jours. Sa fortune, ses maisons, ses voitures, même son entreprise. Tout cela lui semblait soudain dérisoire face à l'idée de transmettre, de protéger, de regarder un petit être grandir. En arrivant à Lyon, un chauffeur l'attendait, comme toujours, mais cette fois, Laurent refusa l'habituel hôtel 5 étoiles. Il demanda à être conduit dans une auberge discrète, proche du quartier où il avait grandi. Il voulait sentir l'odeur des vieux platanes, entendre les cloches de l'église, revoir les façades fanées de son passé. Il voulait se reconnecter à celui qu'il avait été bien avant les milliards, les contrats et les dîners mondains. La nuit fut brève. Il se leva à l'aube, prit un petit déjeuner frugal et partit à pied vers l'orphelinat. Le bâtiment, ancien mais bien entretenu, se dressait au bout d'une rue calme. Un jardinet soigné bordait l'entrée. Une enseigne discrète indiquait « Maison Saint-Célestin ». À son approche, une femme aux cheveux courts et au regard, Franc vint à sa rencontre. « Monsieur Delacour, je suis Hélène Fournier, merci d'être venu. » Laurent hocha la tête, ému sans bien savoir pourquoi. Elle lui tendit la main avec simplicité. « Si vous êtes prêt, je vous fais visiter. Les enfants sont en activité libre ce matin. » Il suivit la directrice à travers des couloirs lumineux, décorés de dessins d'enfants, de mots d'espoir et de photos souriantes. Il observait, écoutait les rires, les voix aiguës. Tout lui semblait à la fois étranger et irrésistiblement attirant. Il n'était pas sûr de ce qu'il allait ressentir. Il n'avait pas de préférence, ni d'attente claire. Il voulait juste que quelque chose se passe, un élan, une évidence. Et alors qu'il franchissait la porte d'une salle commune,
Son cœur cessa un instant de battre. À quelques mètres de lui, un garçonnet jouait seul avec des blocs de construction. Cheveux bruns en bataille, yeux d'un bleu presque transparent, visage grave et concentré. Une cicatrice fine barrait sa tempe gauche. Laurent s'arrêta, net. Il avait l'impression de se regarder enfant. Le monde autour sembla s'effacer. Laurent resta figé, incapable de détacher ses yeux du petit garçon. Il n'entendait plus les voix des autres enfants, ni les explications tranquilles de la directrice. Son souffle s'était ralenti, comme si le temps lui-même avait décidé de suspendre son cours. L'enfant, absorbé par sa construction de blocs de bois, ne remarquait rien. Il déplaçait chaque pièce avec une concentration presque adulte, les sourcils froncés, la bouche entr'ouverte dans une moue familière, terriblement familière. Laurent fit un pas en avant, puis un autre, sans même s'en rendre compte. Il n'y avait pas de doute possible. Ce visage, il le connaissait. Ses traits, cette manière de bouger, jusqu'à la petite cicatrice à la tempe gauche, c'était comme un écho vivant de ses propres photos d'enfance. Une ressemblance si frappante qu'elle défiait la logique. La directrice, réalisant son immobilité soudaine, s'arrêta à son tour et regarda dans la même direction. « C'est Théo », dit-elle simplement. Un petit garçon très intelligent, un peu en retrait, mais d'une maturité étonnante pour son âge. Laurent tourna lentement la tête vers elle, la gorge sèche. « Il a quel âge ?»« Il vient d'avoir 7 ans le mois dernier, répondit-elle. Il est ici depuis tout petit. 7 ans. Le chiffre résonna dans sa tête comme un tambour lointain. Laurent sentit ses jambes trembler légèrement. Il se força à inspirer profondément, mais son esprit refusait de se calmer. Il s'approcha encore, les pas plus lourds. Le garçon leva enfin les yeux. Le regard qu'il lui lança figea tout. Ce n'était pas un simple regard curieux ou poli. C'était quelque chose de plus profond, une sorte de reconnaissance muette, comme si lui aussi avait senti l'étrangeté de cette rencontre. Pendant une seconde, ils se fixèrent en silence. Puis Théo détourna doucement les yeux, comme si cette intensité le dépassait. Laurent s'accroupit lentement, sans un mot. Il ne savait pas quoi dire, ni même s'il devait parler. Son cœur abattait à tout rompre. Il voulait lui poser 1000 questions, lui dire 1000 choses, mais tout ce qui sortit fut une phrase presque chuchotée. « Tu aimes construire des choses ?» Le garçon acquiesça sans un mot. Il prit un bloc et le tendit, à Laurent comme un réflexe tranquille. Le geste simple mais chargé d'une étrangeté familière faillit lui tirer des larmes. Il attrapa le bloc, le plaça maladroitement à côté de ceux déjà en place. Hélène Fournier observait la scène sans intervenir. Elle semblait comprendre que quelque chose se jouait ici, quelque chose d'imprévu. Au bout de quelques minutes, de silence partagé, Laurent se redressa et prit la directrice à part. « Qui est cet enfant ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Qui sont ses parents ?» Elle haussa légèrement les sourcils, étonnée par la question directe. Théo a été confié à l'orphelinat lorsqu'il était bébé, par sa mère. Il n'y a jamais eu de père connu, du moins pas officiellement. Et sa mère, elle s'appelle comment ? Camille, répondit-elle après avoir consulté mentalement ses souvenirs. Camille Rochefort. Elle a laissé une lettre, si je ne me trompe pas. Mais elle précisait que le père ne devait jamais savoir. Nous avons respecté sa volonté. Le nom s'abattit sur Laurent comme une avalanche. Il chancela légèrement et dut poser une main contre le mur pour ne pas vaciller. Camille. Ce prénom appartenait à un passé qu'il croyait depuis longtemps enterré. Une passion foudroyante, aussi brève qu'intense, vécue juste avant son mariage avec Louise. Elle avait disparu sans un mot du jour au lendemain, le laissant avec des questions jamais résolues, des blessures à vif qu'il n'avait jamais vraiment refermées. Et maintenant, ce prénom ressurgissait porté par la directrice d'un orphelinat, relié à un enfant qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. « Est-ce que je peux voir la lettre ?» demanda-t-il, la voix blanche. « Bien sûr, mais elle n'est peut-être pas complète. Certains documents anciens ont été abîmés. Nous avons gardé ce que nous avons pu. » Laurent suivit la directrice vers un petit bureau à l'écart, les jambes encore engourdies par le choc. Son esprit tentait de comprendre, de recoller les morceaux d'un puzzle qu'il n'avait jamais su exister. Théo. Camille. 7 ans. La directrice fouilla dans un vieux classeur en métal, aux bords arrondis par les années. Elle en sortit une pochette cartonnée beige, sur laquelle était écrit « Théo R » au feutre noir. Elle l'ouvrit avec
Précaution, en extirpa quelques feuilles, des documents administratifs, une photo et un papier jauni à moitié déchiré sur un bord. C'est ce que nous avons trouvé avec lui. Laurent tendit la main, mais elle la retira doucement. « Je vous laisse seul, dit-elle simplement. » Il acquiesça, incapable de parler. Lorsqu'elle sortit, il se retrouva seul avec cette feuille fragile entre les doigts. L'écriture était fine, tremblante, presque illisible par endroits. Il lut les premiers mots, et son monde bascula à nouveau. Le papier tremblait légèrement entre les doigts de Laurent. Il le tenait comme on tient une relique, avec une prudence mêlée de crainte. Les premières lignes, bien que parsemées de mots effacés, portaient une écriture familière. Elle écrivait encore comme dans ses lettres de jeunesse, un peu penchée, vers la droite, avec cette façon de tracer les « e » fermés. Une mémoire musculaire lui revint à travers la simple forme de ces mots. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Si tu lis ceci un jour, c'est que je n'ai pas eu le choix. » Il relut la phrase plusieurs fois, tentant de la décortiquer. Chaque mot portait un poids, chaque silence un abîme. La suite du texte était illisible, rongée par le temps ou par une goutte d'eau ancienne, comme une larme tombée à l'instant où elle écrivait. « Tu ne comprendrais pas, j'ai dû choisir entre ton avenir et le mien. » Et plus loin, presque à la fin, une phrase à demi arrachée. « Il ne fallait pas que tu saches, pour te protéger, pour qu'il ne puisse pas. » Puis plus rien. Une déchirure nette, brutale. Le reste avait été perdu, ou volontairement ôté. Laurent resta un long moment immobile, le regard figé sur le bord arraché. Qui était ce « il » Que voulait-elle dire par « te protéger » Pourquoi ne pas l'avoir contacté, parler, demander de l'aide? Et surtout, pourquoi lui cacher l'existence de l'enfant? Il se leva lentement, le papier toujours en main. Ses pensées tourbillonnaient, sans logique. Il sortit du bureau d'un pas mécanique et rejoignit la directrice, toujours dans la pièce commune. Théo dessinait maintenant, la tête penchée, concentré sur son œuvre. Il ne leva pas les yeux à l'approche de Laurent. Celui-ci l'observa quelques secondes, puis se tourna vers Madame Fournier. « Ce garçon, vous dites qu'il est ici depuis qu'il est bébé ?»« Oui, il a été déposé ici à l'âge de quelques semaines. Aucune information sur le père. Nous n'avons jamais pu établir de filiation. La mère a disparu après cela. Aucun contact depuis. Et vous êtes certaine qu'elle s'appelait Camille Rochefort ? C'est ce qui est écrit dans les documents d'accueil. Elle a laissé ce nom et cette lettre. Rien d'autre. » Laurent sentit ses jambes se dérober. Il attrapa une chaise, s'assit lentement. Camille. Ce n'était pas possible. Il revoyait son visage rieur, ses cheveux auburn au vent sur les quais de la Seine, la chaleur de leur nuit dans ce minuscule appartement qu'ils partageaient quelques semaines. Elle était partie sans un mot. Il avait cherché, un peu. Puis, il s'était résigné, persuadé qu'elle avait décidé de tourner la page. Et maintenant, 7 ans plus tard, elle ressurgissait par l'intermédiaire d'un enfant. Leur enfant ? Il regarda de nouveau Théo avec cette peur croissante de la réponse. Il ressemblait trop à lui. Ce n'était pas une coïncidence. Il le sentait dans ses entrailles, dans cet instinct ancien que rien ne pouvait expliquer. Mais il était censé être stérile. Le diagnostic était clair, définitif. Il se le rappelait comme une condamnation. Est-ce que l'enfant a eu des visites, des proches, des tuteurs ? Non, répondit Hélène après une brève hésitation. Aucune visite régulière. Il a toujours été seul. Certains bénévoles passent parfois, mais personne de sa famille ne s'est jamais manifesté. Laurent passa une main sur son visage. Il devait comprendre, refaire le chemin, retrouver Camille, savoir pourquoi elle avait fui, pourquoi elle lui avait caché l'existence de cet enfant. Et surtout, il devait savoir si ce garçon était vraiment de lui. Mais quelque chose en lui refusait déjà l'idée du test. C'était plus profond que l'ADN. Il le savait. Dans ses os, dans ce regard croisé quelques minutes plus tôt, dans ce silence lourd qui les avait liés. « Je veux entamer une démarche d'adoption », dit-il soudain d'une voix ferme. La directrice le regarda un peu surprise. « Vous êtes certain ? Ce genre de décision demande du temps, de la réflexion. »« J'en ai assez réfléchi », murmura-t-il. « Je veux lui donner un foyer. » Elle hocha doucement la tête, compréhensive. « Très bien, nous pouvons entamer les premières formalités. Vous devrez rencontrer notre assistante sociale et passer plusieurs entretiens. Le processus peut être long, mais si vous êtes motivé, je le suis. » Elle se leva, le guida jusqu'à un autre bureau où elle appela une collègue. Pendant ce temps,
Laurent jeta un dernier regard vers Théo, toujours absorbé par son dessin. Un sentiment étrange l'envahit. Pas seulement la peur, ni la confusion, mais une chaleur, une tension douce au creux de la poitrine. Comme si quelque chose venait de se réanimer en lui. Peu importait que le passé ait été brisé. Il venait peut-être, à cet instant précis, de retrouver une part de lui qu'il croyait perdue à jamais. La pluie tombait doucement sur Lyon lorsqu'il quitta l'orphelinat. Laurent marchait, lentement, sans parapluie, indifférent à l'eau qui trempait sa veste de cachemire. Il avait besoin de solitude, de silence, de ce flou humide pour remettre de l'ordre dans les pensées qui se heurtaient dans sa tête. Les rues pavées glissaient sous ses chaussures, mais il avançait comme un somnambule, rattrapé par des images trop longtemps refoulées. Camille. Ce prénom, jadis doux comme un murmure à l'oreille, revenait à lui avec une violence inattendue. Il l'avait connue à 22 ans, au sortir d'un été étourdissant entre 2 stages, alors qu'il n'était encore qu'un fils de la cour de plus, sans gloire ni fortune. Elle étudiait la littérature et lui parlait de Proust avec passion. Il l'écoutait parler plus qu'il ne parlait lui-même, fasciné par cette jeune femme qui semblait porter en elle tous les vents contraires de la vie. Leur relation avait duré à peine quelques mois. Une idylle discrète, presque secrète. Ils vivaient dans une petite chambre mansardée sur la rive gauche, sans confort, mais avec cette intensité propre aux amours de jeunesse. Puis, un jour, sans dispute, sans avertissement, Camille était partie. Un mot sur la table de chevet. « Je suis désolé. » Rien d'autre. Il avait attendu, tenté de la joindre, interrogé leurs amis communs, mais elle s'était volatilisée. Louise était entrée dans sa vie peu après, plus stable, plus prévisible. Une jeune héritière que sa famille avait vue d'un bon œil. Le mariage s'était imposé comme une formalité stratégique, et s'il avait parfois repensé à Camille, ce n'était jamais avec rancune, plutôt avec ce vague regret des choses inachevées. Mais maintenant, le passé revenait le hanter, chargé d'un poids qu'il n'avait jamais imaginé. Un enfant. Son enfant? Une femme disparue. Un mystère soigneusement dissimulé pendant 7 années. Dans le hall de l'hôtel, il s'adossa, contre le mur ruisselant de pluie. Il appela son avocat. « Jean-Baptiste, j'ai besoin que tu retrouves quelqu'un pour moi. Camille Rochefort. Tout ce que tu peux. Adresse, ancien dossier, archives. Et en toute discrétion. » « Bien. Sûr, tu veux que je commence par Paris? » « Non, elle a disparu depuis 7 ans. Commence par Lyon. C'est ici qu'elle a laissé l'enfant. Et Jean-Baptiste, il se pourrait que ce garçon soit de moi. » Un silence pesant suivit. « Tu veux dire, biologiquement? » ?»« Oui. Et pourtant, tu sais ce qu'on m'a dit, que c'était impossible. Je vais tout vérifier. » Après avoir raccroché, Laurent resta là un moment à observer les gouttes s'écraser contre les vitres. Quelque chose en lui brûlait, une colère ancienne, mélangée à une culpabilité naissante. Pourquoi n'avait-il pas cherché plus loin à l'époque? Pourquoi avait-il accepté la disparition de Camille comme une fatalité? Avait-elle tenté de le prévenir? Avait-elle été empêchée de le faire? Le lendemain matin, il retourna à l'orphelinat. Il avait rendez-vous avec l'assistante sociale, une femme énergique au regard perçant nommée Clarisse Merle. Ensemble, ils commencèrent à examiner les documents liés à Théo. Beaucoup étaient les standards, dossiers médicaux, rapports de comportement, suivi d'évolution. Mais au fond d'un dossier, sous une pile de documents administratifs, ils trouvèrent ce qui semblait être un fragment de la lettre originale de Camille. Un coin du papier jauni comme le reste sur lequel on distinguait quelques lignes supplémentaires. « Je n'ai pas fui par lâcheté. J'ai eu peur. J'ai été forcé. Ils m'ont... » Le reste était effacé, illisible. « Ce « il » revient, » murmura Clarisse. On dirait qu'elle était menacée. Laurent lut et relut les mots, le cœur battant. Il faut savoir de qui elle parle. Pourquoi elle aurait voulu me protéger? Et de quoi? Clarisse l'observa en silence. Vous semblez personnellement impliqué. Je crois que je suis le père de cet enfant. Elle ne répondit pas tout de suite, puis posément. Si c'est vrai, vous avez non seulement le droit de le savoir, mais aussi le devoir de comprendre ce qu'il s'est passé. Ils décidèrent de consulter les archives de l'orphelinat, remontant jusqu'à l'année de l'arrivée de Théo. Aucun dossier médical n'indiquait de complications à la naissance.
Aucun signalement officiel de maltraitance ou d'abandon suspect. La mère, Camille, avait simplement rempli un formulaire basique, puis était partie. Mais une annotation manuscrite attira leur attention. Visite exceptionnelle, Claire R., tante maternelle, 2 ans après l'arrivée de l'enfant, disparue sans suivi. Laurent se redressa brusquement. Claire Rochefort, elle a une sœur? Clarisse hocha la tête. Apparemment, elle est venue une fois, puis plus rien. Il faut la retrouver. Si Camille ne peut pas parler, peut-être que Claire saura ce qu'il s'est vraiment passé. Un nouveau fil s'offrait à lui, fragile mais tangible. Laurent quitta l'orphelinat, le cœur chargé d'une énergie nouvelle. Le passé n'était plus une ombre vague. Il avait maintenant un visage, des mots, des preuves. Et il comptait bien aller jusqu'au bout. Le lendemain, Laurent retourna à Paris avec un dossier sous le bras et des pensées agitées. Il avait donné pour consigne à Jean-Baptiste de concentrer désormais toutes les recherches sur Claire Rochefort. L'existence d'une sœur changeait tout. C'était une faille dans le silence, une possible porte entr'ouverte sur la vérité. Mais en attendant, il ne pouvait rester inactif. Assis dans son bureau, au dernier étage du siège de la maison de la Cour, il feuilletait encore et encore les quelques documents que l'orphelinat lui avait laissés en copie. La photo de Théo bébé, les annotations médicales et ce fragment de lettre qui revenait toujours à son esprit comme un murmure. « Je n'ai pas fui par lâcheté. J'ai eu peur. J'ai été forcé. » Il n'y avait rien de plus clair à en tirer. Et pourtant, chaque mot semblait chargé de secret. Forcé par qui? Pourquoi vouloir le protéger, lui, un jeune homme sans influence à l'époque? Et si ce n'était pas lui que Camille cherchait à protéger, mais leur fils? Décidé à creuser plus loin, Laurent demanda un rendez-vous au greffe des archives civiles de Lyon. Il voulait consulter personnellement tous les documents enregistrés lors de l'admission de Théo à l'orphelinat. Il savait que les systèmes administratifs pouvaient conserver des détails que les institutions n'exploitaient pas forcément. 2 jours plus tard, dans une salle d'archives froide et impersonnelle, il manipula d'anciens registres sous la supervision d'un archiviste perplexe devant son insistance. Il parcourut des pages entières de signatures, de certificats d'abandon, de rapports sociaux. Puis, au bas d'un formulaire usé, il découvrit une annotation marginale à peine lisible. Annexe. Document manuscrit partiellement détruit, stocké hors registre, ref, Rochefort, C. 0-23. Son cœur bondit. Il demanda à consulter. Ce document. Après 1 heure d'attente, l'archiviste revint avec une chemise cartonnée, scellée par un bandeau de papier. À l'intérieur, un morceau de lettre d'un format inhabituel, coupé de biais, jauni et froissé. L'encre était par endroits effacée, mais plusieurs lignes restaient lisibles. « J'aurais voulu t'épargner cette douleur. Tu n'as jamais su, tu ne devais jamais savoir. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour t'éviter le pire. Il ne m'aurait jamais laissé tranquille si j'étais resté. Tu ne comprendrais pas. » Et plus loin, après un saut dans le texte, comme un paragraphe manquant. « Je suis parti quand j'ai compris que j'étais enceinte. J'ai hésité à t'écrire. Je l'ai fait 1000 fois sans jamais envoyer aucune lettre. Quand il est né, j'ai su que je ne pourrais pas rester. Il surveillait mes moindres gestes. Je n'avais pas le choix. » Laurent s'appuya contre le dossier de sa chaise. Une sueur froide perla à sa nuque. Tout dans ses mots respirait la panique, l'urgence, le désespoir. Camille n'était pas simplement une femme qui avait pris peur de la maternité ou fui ses responsabilités. Elle avait été contrainte, manipulée, menacée. Mais par qui? Il y avait là un fantôme qui rôdait entre les lignes, un « il » menaçant, jamais nommé. Et si elle avait été surveillée, cela impliquait une organisation, une volonté externe d'effacer sa trace. Il demanda à conserver une copie. L'archiviste accepta à condition que le document reste dans le cadre d'une procédure d'adoption. Laurent acquiesça. Il comptait bien l'intégrer au dossier, mais il savait que sa valeur allait bien au-delà d'un simple acte administratif. De retour à Paris, il prit un instant pour respirer. Puis il appela Clarisse, l'assistante sociale de l'orphelinat, et lui lut les passages retrouvés. C'est plus qu'un abandon. Elle a été contrainte, Clarisse. Quelqu'un ne voulait pas qu'elle garde l'enfant, ni qu'elle me le dise. Est-ce que vous avez une idée de qui aurait pu faire ça? Non, ou plutôt, pas encore. Mais je commence à soupçonner que ce n'est pas un hasard si les examens de ma stérilité sont venus peu après.
À l'époque, j'étais en train de me fiancer avec Louise. Il y avait des intérêts en jeu, des équilibres familiaux. Un long silence suivit, puis la voix de Clarisse revint, grave. « Je vais vous aider à inclure cette lettre dans le dossier d'adoption. Elle ne prouve pas tout, mais elle montre que vous cherchez la vérité. » Le soir venu, Laurent relut une dernière fois la lettre, assis dans son salon face à la tour Eiffel illuminée. Il avait devant lui une énigme à tiroir, un passé réécrit, un avenir incertain. Mais il n'était plus dans l'attente. Il était en marche. Il fixa la photo de Théo sur la table basse, posée à côté d'un verre à moitié vide. Les yeux du garçon semblaient le fixer, calme, profond, presque accusateur. Demain, il commencerait à chercher Claire. Et peut-être enfin à comprendre pourquoi Camille avait disparu. Les jours suivants furent rythmés par le travail méthodique de Jean-Baptiste, l'avocat fidèle de Laurent. Discret, méticuleux, il avait reçu pour mission de retrouver Claire Rochefort, une tâche plus complexe qu'il n'y paraissait. Officiellement, aucune Claire Rochefort ne semblait liée à l'orphelinat, ni présente dans les bases de données récentes. Mais les archives anciennes parlaient d'elle, et si elle avait changé de nom comme Camille l'avait fait, alors il faudrait creuser plus profond. Pendant ce temps, Laurent poursuivait les démarches d'adoption. Il rencontrait psychologues, responsables sociaux, assistait à des réunions d'évaluation. Il se pliait à chaque exigence avec une patience que personne dans son entourage professionnel n'aurait pu imaginer. Il n'était plus l'homme d'affaires intransigeant et distant. Il était un homme à la recherche d'un fils. Une semaine après leur dernière conversation, Jean-Baptiste l'appela avec une note inhabituelle dans la voix. « J'ai peut-être quelque chose. Une trace de Claire Rochefort, ou plutôt d'une femme qui a vécu sous ce nom jusqu'en 2023. Après cette date, elle disparaît des radars. Pas de décès déclaré, pas de changement, d'état civil officiel. Mais elle aurait été vue à plusieurs reprises dans un petit village de Bretagne appelé Plougrescan. Un endroit reculé, isolé. Et ensuite, plus rien. Mais un détail m'a troublé. Une des femmes interrogées par un contact local m'a décrit une jeune tante venue visiter un bébé à Lyon. Elle a précisé que cette femme portait un collier étrange, un médaillon avec un blason. Laurent se redressa. Quel genre de blason? Un blason ancien. Elle n'a pas pu le décrire précisément, mais en voyant une photo du logo historique de ta famille, elle a affirmé que c'était similaire. Le silence s'abattit dans la pièce où Laurent se tenait. Un frisson remonta le long de son dos. Ce n'est pas possible. Ce collier, c'est un bijou familial. Seuls les Delacour le possèdent. Et pourtant, cette femme le portait. Laurent prit une inspiration douloureuse. « Envoie-moi l'adresse, je pars demain. » Le lendemain, il quitta Paris sans prévenir personne, au volant de sa propre voiture. Il voulait sentir l'asphalte sous ses roues, entendre le moteur, avoir le contrôle. Plougrescan était à plus de 500 km. Une route bordée de forêts, de campagnes endormies, de villages à peine visibles sur les cartes. Arrivé en fin d'après-midi, il descendit dans une petite auberge au bord de la falaise. Le vent battait les vitres, la mer rugissait au loin. Il demanda à voir les résidents permanents, prétextant une recherche généalogique. Les visages étaient fermés, méfiants, mais l'argent et le nom de la cour ouvraient encore quelques portes. Une femme âgée, Madame Even, accepta finalement de lui parler. « Je me souviens d'elle, dit-elle, les mains nouées autour d'une tasse de thé. Elle disait s'appeler Claire, belle, réservée. Elle avait un accent du sud, ça m'avait frappé. Elle vivait seule dans une maison au bout de la falaise. Et elle est partie ? Du jour au lendemain. On aurait dit qu'elle fuyait quelque chose. Elle a laissé la maison vide, sans prévenir. » Laurent montra une vieille photo de Claire et Camille, retrouvée dans un tiroir du dossier. La vieille femme hocha la tête. « C'est elle. » Mais attendez. Elle se leva lentement, fouilla dans une boîte en fer rouillé et en sortit une photo froissée. J'avais gardé ça. Une photo d'elle avec un bébé. Je l'avais trouvée sur le mur de la maison abandonnée quand on est allé la nettoyer. Laurent prit la photo. Il n'y avait plus de doute possible. Claire tenait dans ses bras un nourrisson. Et au cou du bébé, on voyait bien en évidence le médaillon en or blanc des Delacour, gravé du blason familial. Il sentit sa gorge se nouer. « Vous êtes certaine que ce n'est pas elle qui portait le collier ?» Ah non. C'était bien autour du cou de l'enfant. Le cœur de Laurent battait si fort qu'il eut l'impression qu'il allait exploser. Il remercia la vieille dame, sortit de la maison,
marcha sous la pluie sans même s'en rendre compte. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Lentement, douloureusement, quelqu'un quelque part avait voulu cacher cet enfant. Quelqu'un avait tout fait pour que Camille disparaisse, que Claire se taise, que lui-même croie à une stérilité qui n'avait peut-être jamais existé. Et si le collier était autour du cou de Théo bébé, alors il n'y avait plus d'espace pour le doute. Il était bien son fils. Le lendemain matin, le vent de Bretagne soufflait encore plus fort. Laurent Delacour se tenait sur le seuil de l'ancienne maison que Claire avait occupée, face à la mer. Le bâtiment, modeste, portait les stigmates de l'abandon. Volets écaillés, serrures brisées, voilage déchiré flottant par la fenêtre entrebâillée. Il poussa doucement la porte. Elle grinça comme un cri dans le silence. À l'intérieur, tout semblait avoir été quitté à la hâte. Quelques vêtements dans une armoire entr'ouverte, des journaux datés de 2 ans en arrière, une chaise renversée dans la cuisine. Sur une commode poussiéreuse, une boîte en carton contenait des papiers sans importance, mais aussi une photo délavée de 2 jeunes femmes, Camille et Claire, souriantes, enlacées sur une plage qu'il ne reconnut pas. Ce n'était pas un simple départ. Claire avait fui. Laurent s'assit sur le bord d'un vieux canapé, tenant la photo entre ses doigts. Cette sœur qu'il n'avait jamais connue semblait avoir été un lien ténu entre Camille et leur fils. Pourquoi avait-elle porté le collier au bébé? Était-ce un acte de protection? Un message codé? Ou une erreur irréversible laissant derrière elle une piste que quelqu'un aurait voulu effacer? Il fouilla le reste de la maison. Dans une boîte de médicaments oubliés, il trouva une ordonnance au nom de Claire Rochefort, mais signée par un médecin de Quimper, ville distante de plusieurs kilomètres. Une piste, une possibilité. Il repartit immédiatement, son esprit en ébullition. Une fois arrivé à Quimper, il se rendit dans le cabinet médical inscrit sur l'ordonnance. L'accueil fut d'abord glacial, mais il sortit la photo trouvée dans la maison, l'ordonnance, et évoqua une urgence vitale concernant un enfant. Le médecin finit par céder, baissant les yeux vers le cliché. Elle venait ici sous le nom de Claire Dumas. Elle disait vivre seule, discrète, polie, mais nerveuse. Elle a cessé de venir du jour au lendemain, il y a 2 ans. Je n'ai jamais eu de nouvelles. Vous savez où elle est allée? Aucune idée. Elle a demandé une copie de son dossier médical quelques jours avant sa disparition. Ça m'a semblé étrange. Un autre fil qui se rompt, mais ce nouveau nom, Claire Dumas, pourrait ouvrir d'autres portes. De retour à Paris, Laurent engagea un détective privé. Il ne voulait plus perdre de temps. Il ne voulait plus d'ombre entre lui et la vérité. Le détective, un ancien gendarme, accepta immédiatement l'affaire. Pendant que l'enquête progressait, Laurent retournait chaque soir à l'orphelinat. Il s'asseyait dans la salle commune, regardait Théo dessiner, jouer, lire. Il ne parlait pas beaucoup. Les échanges étaient simples, mais quelque chose se construisait. Une forme de lien invisible mais indéniable. Un après-midi, alors qu'il l'aidait à assembler un puzzle, Théo lui lança soudain « Pourquoi? Tu viens tous les jours ?» Laurent, pris au dépourvu, le regarda dans les yeux. « Parce que j'aime être ici, avec toi. » Le garçon haussa les épaules. « T'es pas obligé? »« Non, je ne suis obligé de rien. Mais j'en ai envie. » Théo reprit une pièce du puzzle, silencieux. Puis, après un instant, « T'as pas de fils ?» Le cœur de Laurent se serra. Il répondit sans hésiter « Je n'en ai jamais eu, mais j'aurais aimé en avoir un comme toi. » Théo ne répondit pas, mais ce jour-là, il lui tendit la dernière pièce du puzzle. Un geste simple, mais pour Laurent, il signifiait tout. Quelques jours plus tard, le détective le rappela. « J'ai retrouvé sa trace. Claire Dumas, alias Claire Rochefort, a vécu à Marseille pendant 6 mois, puis à Nice. Elle a changé de nom une nouvelle fois. Actuellement, elle se ferait appeler Élodie Marchand. Mais elle a disparu récemment d'un petit appartement qu'elle louait dans un quartier populaire. Apparemment, quelqu'un est venu la chercher. Une voiture noire sans plaque identifiable, selon les voisins. Qu'elle est encore en fuite. Non, je pense qu'on l'a enlevée, ou qu'elle s'est cachée. Quelqu'un cherche à l'effacer, comme on a tenté d'effacer Camille. » Laurent comprit à cet instant précis que les forces à l'œuvre étaient bien plus puissantes qu'il ne l'avait imaginé. Il se replongea dans ses souvenirs, dans les dynamiques familiales opaques de son passé. Son père, Henri Delacour. Un homme d'affaires redouté, autoritaire, disparu 3 ans plus tôt. Il avait toujours rejeté Camille, refusé son existence même. Était-il derrière tout cela? Laurent commença à repenser à tout. Aux examens médicaux falsifiés,
aux disparitions, à la peur dans les mots de Camille. Et il se demanda pour la première fois jusqu'où Henri de la Cour avait été prêt à aller pour préserver le nom de la famille. Il n'était plus question de doute. Il fallait maintenant des réponses. Et pour les obtenir, Laurent allait devoir retourner là où tout avait commencé, dans les couloirs discrets de la clinique où il avait appris sa stérilité. Le matin était froid et sec à Paris, lorsque Laurent franchit les portes de la clinique Saint-Augustin, un établissement privé niché dans un quartier discret, la même où, 8 ans plus tôt, il avait reçu le diagnostic qui avait bouleversé sa vie. Les couloirs n'avaient pas changé, murs beige, lumière tamisée, odeur stérile mêlée à celle des vieux papiers. Mais ce qui avait changé, c'était sa position dans ce lieu. Il n'était plus un patient passif, mais un homme en quête de vérité. Il avait donné rendez-vous à un vieil ami, le docteur Michel Vernier, médecin de confiance de la famille, de la cour et ancien chef du service de fertilité. Il s'était perdu de vue après le divorce de Laurent, mais l'homme avait toujours été loyal, ou du moins assez pour qu'on puisse sonder sa conscience. Laurent l'attendait dans un petit salon privé. Michel arriva avec 10 minutes de retard, visiblement nerveux. « Laurent, mon Dieu, ça fait une éternité, tu vas bien ?»« Je cherche des réponses, Michel. » Le ton était sec, direct. Laurent ne comptait pas tourner autour du pot. Il sortit une feuille de son dossier, l'ancien résultat des examens qui déclaraient son infertilité, et la posa sur la table. « Tu te souviens de ça ?» Michel blêmit légèrement. « Oui, c'était une époque difficile pour toi, je me rappelle. Dis-moi la vérité. Ce résultat, est-ce qu'il a été manipulé ?» Michel détourna les yeux, puis regarda par la fenêtre un long moment. Finalement, il soupira. « Laurent, je ne peux pas. »« Tu peux. Et tu dois. Il s'agit d'un enfant. Mon enfant. » Le médecin ferma les yeux puis se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « J'ai reçu un appel à l'époque. On m'a demandé de modifier les résultats, de faire croire que tu étais stérile. L'ordre venait d'en haut, de très haut. De qui, Michel ?» Il hésita, puis murmura « Ton père. » Le monde de Laurent bascula une fois de plus. Il avait soupçonné une manipulation. Il avait envisagé la possibilité. Mais l'entendre là, dans la bouche de celui qui l'avait mis en œuvre, était une claque, une douleur sourde, brûlante. Pourquoi ? Pourquoi aurait-il fait ça ? Il voulait te couper de Camille. Il savait pour elle. Il savait qu'elle était enceinte. Et il considérait que c'était une menace pour l'avenir de l'entreprise, pour le nom de la cour. Il m'a fait croire que j'étais stérile pour que je ne cherche jamais cet enfant. Oui, Michel prit une grande inspiration. Il voulait que tu épouses Louise, que tu restes dans la voie qu'il avait tracée pour toi. Il a tout orchestré. Et moi, j'ai obéi. Je n'aurais pas dû. Je suis désolé, Laurent. Le silence qui suivit était glacial. Laurent se leva lentement. Est-ce que d'autres étaient au courant? Louise? Elle a su, après coup. Et elle a accepté de ne rien dire. Elle avait trop à perdre. Laurent sentit son cœur se serrer. Louise, elle aussi. Celle avec qui il avait partagé 7 années de mariage, de confiance, de projet. Elle avait été complice. Il quitta la clinique sans un mot de plus. Le bruit de ses pas résonnait dans le couloir comme une marche vers un passé démoli. Dans sa voiture, il fixa longuement son reflet dans le rétroviseur. Ce n'était plus l'homme qu'il avait été. Il y avait en lui une rage froide, une détermination nouvelle. Il décida de confronter Louise. Ce ne pouvait plus attendre. Elle vivait désormais dans un hôtel particulier du 16e arrondissement, mariée à un homme politique en pleine ascension. Elle ouvrit la porte elle-même, surprise de le voir. Élégante, impeccable, comme toujours. « Laurent, qu'est-ce que je veux savoir ce que tu savais. Et depuis quand ?» Elle pâlit. Puis, comme si elle comprenait qu'il n'y aurait pas d'échappatoire, elle s'effondra dans un fauteuil. « Je l'ai appris après notre mariage. Ton père me l'a dit. Il m'a dit que tu avais eu une liaison avec une fille, Camille. Il pensait qu'elle pouvait tout détruire. Il m'a montré des lettres, des photos. Il m'a dit qu'il fallait agir vite. Alors tu as accepté? Tu m'as menti pendant toutes ces années. Je t'aimais. Je croyais que c'était mieux ainsi, que tu serais heureux avec moi. Sans elle, sans cet enfant. Et puis, tu es devenu si froid, si distant. J'ai pensé que c'était la bonne décision. » Laurent la fixa un long moment.
Elle pleurait maintenant, mais ses larmes ne touchaient plus rien en lui. « Tu n'as jamais eu le droit de décider à ma place, ni toi, ni lui. » Il se leva. « Il y a un enfant là-dehors, mon fils, et je compte bien le retrouver, entièrement. » Il quitta la maison sans se retourner. Le vent froid de Paris lui fouettait le visage, mais il ne sentait plus rien. Son père était mort, mais ses décisions continuaient d'empoisonner la vie de ceux qu'il avait laissés. Mais Laurent était vivant, et plus déterminé que jamais à réparer l'irréparable. Les jours suivants se déroulèrent dans un calme tendu, celui qui précède les grands bouleversements. Laurent, désormais délié de toute illusion, consacrait chaque minute à relier les morceaux de sa vie manipulée. Il n'était plus seulement question de retrouver Camille ou de protéger Théo. Il s'agissait maintenant de réparer un crime familial, une trahison organisée dans l'ombre par ceux en qui il avait le plus cru. Il repassa les faits un à un, analysa chaque décision prise à son insu. La disparition soudaine de Camille, la fausse stérilité, le silence de Louise, la fuite de Claire. Tout menait à une seule source, Henri Delacour, son père, mort. Depuis 3 ans, mais toujours omniprésent. L'homme qui, pour protéger un empire bâti sur les apparences, avait sacrifié l'amour, la vérité et un petit garçon. Jean-Baptiste, de son côté, poursuivait les recherches avec le détective privé. Il avait obtenu de nouveaux éléments concernant Camille. Après Marseille, elle avait changé d'identité, pris le nom de Marianne Lefebvre et vivait à l'écart, dans une pension discrète des quartiers nord. Malade, isolée, elle semblait survivre plutôt que vivre. Elle n'a pas de téléphone, pas de réseau social, rien, lui expliqua le détective. Elle sort peu, elle parle à personne. Mais elle est là. Laurent ne réfléchit pas une seconde. Il prit le train pour Marseille le soir même. Le trajet fut long. Il regardait défiler le paysage sans vraiment le voir. Camille. Après toutes ces années, il l'avait cherchée puis oubliée. Il l'avait pleurée sans funérailles, haïe sans explication, reléguée à l'ombre d'un passé incomplet. Et maintenant, il allait la revoir. Enfin, il arriva à la pension à la tombée de la nuit, une bâtisse fatiguée, à la façade couverte de lierre dans une rue anonyme. Une vieille femme lui ouvrit la porte, le conduisit à l'étage sans poser de questions. Il frappa, 1 fois, 2 fois. La porte s'ouvrit lentement. Elle était là. Camille. Ses cheveux avaient perdu leur éclat de cuivre, son visage portait les stigmates de l'épuisement et du chagrin, mais ses yeux étaient les mêmes. Ce bleu-vert chargé d'émotion, d'intelligence, de douleur. Elle resta figée quelques secondes, comme si elle avait vu un fantôme. Laurent, sa voix était rauque, fêlée, mais encore reconnaissable. Camille. Il ne savait que dire. Il aurait voulu crier, pleurer, l'accuser, la prendre dans ses bras, tout en même temps. Tu es venu. Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu m'as tout caché? Elle détourna les yeux, recula, lui fit signe d'entrer. Il referma la porte derrière lui. Je n'avais pas le choix, dit-elle en s'asseyant lentement sur le lit. Tu étais enceinte, de moi, et tu n'as rien dit. J'ai voulu, 1000 fois. Mais ton père, il m'a trouvé, il m'a menacé. Il m'a dit que si je restais, il me détruirait, que je ne pourrais jamais élever cet enfant, qu'il serait mieux sans moi et sans toi. Laurent sentit sa gorge se nouer. Il s'agenouilla devant elle. Pourquoi ne pas venir me voir, me parler? Tu me connaissais. Il m'a fait croire que tu étais complice, que tu savais, que tu avais accepté cette opération. Et puis, après, j'ai appris pour ta stérilité. Je me suis dit que tu devais croire que Théo n'était pas de toi. J'ai eu peur que tu refuses, que tu me rejettes, que tu rejettes notre fils. Tu as accouché seule? Claire m'a aidé. Elle a tout fait pour que je t'envoie une lettre, mais il la surveillait aussi. Elle a dû fuir. Elle a protégé Théo autant qu'elle a pu. C'est elle qui a mis le collier autour de son cou pour qu'il reste une trace de toi. Une preuve, peut-être. Laurent ferma les yeux. Il sentait une douleur sourde au fond de lui, mais aussi une forme de soulagement. Il n'était pas fou, il n'avait pas rêvé. Tout s'était réellement passé. Théo est ton fils, Laurent. Il est de toi. Il t'attend, même s'il ne le sait pas encore. Un long silence les enveloppa. Je veux le reconnaître. Je veux qu'il sache qu'il est une famille, qu'il n'est plus jamais à vivre dans l'ombre. Il t'aime déjà. Il ne le sait pas encore, mais il te sent. Elle lui tendit la main. Il la prit.
et pour la première fois depuis des années, le monde retrouva un peu de sens. Le lendemain matin, la lumière de Marseille filtrait doucement à travers les rideaux minces de la chambre. Laurent s'était assoupi sur le fauteuil, près du lit où Camille dormait encore, épuisée par les confidences de la veille. Le silence était doux, presque irréel, une parenthèse fragile au cœur d'une histoire qui n'en finissait plus de révéler ses blessures. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, Camille le regarda longuement, sans parler. Il se leva lentement, s'assit à ses côtés. « Je vais te sortir d'ici, Camille. Je vais te protéger, toi et Théo. » Elle hocha doucement la tête, le regard voilé. « Il ne faut pas tarder. Je ne sais pas combien de temps ils mettront pour me retrouver. Ils n'ont jamais vraiment cessé de surveiller, même après la mort d'Henri. »« Qui, Camille? Qui sont-ils » Elle baissa les yeux. « Des associés de ton père, des hommes qui ont tout à perdre si les secrets de la famille Delacour sont exposés. Henri leur a fait jurer que Théo n'existerait jamais, que tu resterais stérile et que moi je disparaîtrais. Mais il est mort et ils ne peuvent plus t'obliger à vivre caché. Tu ne comprends pas, ce n'est pas seulement une affaire de famille. Il y a des ramifications financières, juridiques, politiques. Le fait que tu aies un héritier biologique, ça change tout. Pour ton empire, pour la succession. Surtout maintenant que tu as investi dans les fondations caritatives. Ils veulent garder le contrôle. Ils ont peur que ton fils devienne un levier contre eux. » Laurent comprit alors l'ampleur du combat qu'il s'apprêtait à mener. Ce n'était pas seulement une bataille de paternité, c'était une guerre de pouvoir. Il appela Jean-Baptiste dès la sortie de la pension. Ils se retrouvèrent dans un café discret près du Vieux-Port. « Je veux enclencher immédiatement une procédure de reconnaissance de paternité et aussi une demande d'adoption, officiellement, légalement. Plus rien ne doit rester dans l'ombre. Ce sera compliqué, Laurent. Il faudra une preuve biologique. Et Camille devra témoigner. Elle témoignera, elle est prête. Et si les anciens partenaires de ton père décident de s'opposer, de faire pression sur les juges, qu'ils essaient. J'ai assez de ressources et d'alliés pour les traîner devant chaque tribunal d'Europe s'il le faut. » Jean-Baptiste, impressionné par la détermination glaciale de son client, acquiesça. Il faudra que Camille rentre à Paris et qu'elle se prépare à affronter son passé. Tu es sûr qu'elle tiendra? Elle tiendra. Pour Théo. De retour dans la capitale, Laurent organisa tout. Il réserva un appartement sécurisé pour Camille, engagea une équipe de sécurité discrète et contacta Clarisse, l'assistante sociale de l'orphelinat. « J'ai retrouvé la mère de Théo, lui dit-il. Elle est prête à témoigner et à rétablir la vérité. » Clarisse, émue, promit de soutenir la démarche. Elle prévint la direction de l'orphelinat et demanda à accélérer les évaluations. Mais un nouveau problème surgit. Un couple candidat à l'adoption s'était montré particulièrement insistant dans le cas de Théo. Une famille influente, sans enfants, appuyée par un réseau d'amis politiques. Ils avaient rencontré le garçon plusieurs fois. Ils avaient même proposé un parrainage anticipé. Laurent entra en contact avec la juge en charge du dossier, une femme ferme mais juste nommée Madame Bérard. Elle accepta de le recevoir. « Monsieur Delacour, je connais votre nom et votre fortune, mais ici, cela ne suffit pas. Je ne demande pas de traitement de faveur. Je demande que la vérité soit entendue. Théo est mon fils, biologiquement, et je suis prêt à en assumer chaque responsabilité. Vous avez des preuves? Une lettre de la mère, un témoignage, un test ADN en cours. » La juge le fixa longuement. « Vous comprenez que cette situation est inhabituelle. L'enfant est en processus d'adoption. Si vous intervenez maintenant, il faudra justifier chaque action, et l'enfant devra être entendu. Je le sais, et je suis prêt. » La procédure fut enclenchée. Camille fut convoquée. Elle arriva au tribunal tremblante mais déterminée. Dans une salle austère, elle raconta tout. Les menaces, la fuite, l'abandon forcé. Elle pleura en parlant de son fils, de ses nuits passées à regretter, de son rêve brisé. La juge, attentive, prit des notes sans interrompre. Le témoignage fit effet, mais l'opposition ne tarda pas. Le couple candidat à l'adoption lança une procédure pour contester la reconnaissance. Un bras de fer juridique s'annonçait, long, éreintant. Laurent retourna voir Théo. Il le trouva dans le jardin de l'orphelinat, jouant seul sous un arbre. « Je vais devoir partir un peu.
dit-il doucement. Mais je reviendrai. Et je reviendrai. Pour toi. Théo le regarda, sérieux. Tu promets? Laurent s'agenouilla, posa la main sur son épaule. Je te le jure. Le test ADN arriva un jeudi matin, glissé dans une enveloppe scellée, remise en main propre à Jean-Baptiste. L'avocat, d'un geste lent, la posa sur le bureau de Laurent dans son appartement silencieux, où les ombres du passé paraissaient plus présentes que jamais. Laurent l'ouvrit sans trembler, sans rien dire. Le résultat était clair, sans équivoque. Théo était son fils biologique. Laurent sentit le monde s'arrêter une seconde. Non pas qu'il ait douté. Il le savait depuis le premier regard, depuis ce silence entre eux dans la salle de jeu de l'orphelinat. Mais la preuve scientifique posait une pierre définitive sur les ruines du mensonge. Il avait un fils, un héritier, et plus encore, une vérité à restaurer. Camille fut la première à en être informée. Elle accueillit la nouvelle dans un silence chargé d'émotion, un mince sourire sur les lèvres, comme si une culpabilité profonde venait de lui être arrachée. Ils se prirent la main sans mots, dans un geste de reconnaissance réciproque. Ce n'était pas un pardon, ce n'était plus nécessaire. C'était un retour à l'essentiel. Mais la bataille n'était pas terminée. Laurent devait faire face à un conseil de famille réuni en urgence par ses oncles, cousins associés, tous ceux qui, au fil des années, avaient profité de l'empire de la cour bâti par Henri. Ils n'avaient pas oublié l'influence de l'ancien patriarche, ni l'obsession qu'il avait entretenue pour la pureté du nom, la stabilité des affaires, le rejet de tout ce qui pouvait fragiliser l'image de la dynastie. Un enfant, illégitime, déclaré maintenant, change tout, lança sèchement un cousin lors de la réunion. Ce garçon est l'héritier légitime de mon sang, qu'il vous plaise ou non. Ce n'est pas une question de sang, mais de conséquences. La presse, les marchés, les actionnaires, je n'ai jamais caché mon intention de sortir de leur contrôle. Ce que vous craignez, c'est de perdre l'influence que vous avez bâtie sur un mensonge. Les visages s'étaient tendus. L'un des oncles osa même lâcher à demi-mot. « Ton père n'aurait jamais permis ça. » Laurent se leva, lentement. « Mon père est mort avec ses secrets, mais moi, je suis vivant. Et je ne laisserai pas mon fils payer le prix de ses manipulations. » Il claqua la porte du salon privé et ne revint plus jamais à ses réunions familiales. Les souvenirs d'Henri de la Cour le hantaient. Il revoyait les dîners silencieux, les regards froids, les décisions unilatérales. Un homme qui avait contrôlé tout et tous. Et maintenant, à travers les révélations de Camille, il comprenait l'étendue de sa cruauté. Elle lui raconta tout dans les moindres détails. La manière dont Henri l'avait convoqué dans un hôtel discret après qu'il eut appris sa grossesse. Le ton calme mais glacial avec lequel il l'avait convaincu que rester dans la vie de Laurent serait une erreur. Il lui avait montré un contrat prêt à être signé, un virement massif sur un compte à l'étranger, en échange de son départ définitif. Camille avait refusé. Alors, les menaces étaient venues. Le harcèlement, les appels anonymes, les apparitions suspectes près de chez elle, jusqu'à l'accident de Claire, une tentative d'enlèvement déguisée en cambriolage. Cela avait suffi à briser ses dernières résistances. Elle avait quitté Paris sans dire un mot, abandonnant l'homme qu'elle aimait et l'enfant qu'elle venait de mettre au monde. « Je n'ai jamais cessé de penser à vous, dit-elle un soir, la voix brisée. Mais j'avais peur tout le temps. Même après sa mort, j'ai continué à me cacher. Tu n'as plus à avoir peur. Je suis là maintenant. » Et Théo, ça que va-t-il penser? Quand il saura que sa mère l'a protégé et que son père est venu le chercher. Pendant ce temps, le dossier d'adoption progressait. Clarisse était devenue l'alliée la plus fidèle de Laurent, coordonnant les visites, les évaluations, les attestations. Mais l'opposition du couple adoptant prenait de l'ampleur. Ils avaient engagé un avocat redoutable, intenté un recours pour rupture de confiance dans le processus d'adoption et sollicité l'intervention du ministère. Laurent, de son côté, se préparait à la confrontation finale. Il savait que tout se jouerait devant la juge Bérard. Il prépara une déclaration, fit venir Camille, pour un entretien privé avec elle. Réunit lettres, documents, témoignages. Il s'adressa à la magistrate avec une sincérité brute, dénuée de stratégie. « Je ne vous demande pas la pitié. Je vous demande la justice. Cet enfant est mon fils. On m'a volé ses premières années. On lui a volé son père. Mais il est encore temps de réparer. » La juge l'écouta impassible. Camille entra, les yeux rougis mais droite. Elle raconta tout.
son amour, sa fuite, ses silences. Elle termina en disant « Je ne suis peut-être pas une mère parfaite, mais je suis une femme qui a aimé, et je vous jure que cet homme est le seul capable de protéger Théo. » Lorsque l'audience prit fin, un calme étrange s'installa. Le verdict serait rendu dans une semaine d'attente, d'angoisse, de peur, mais aussi pour Laurent de sérénité. Car quoi qu'il arrive, il n'était plus seul, et surtout il n'avait plus rien à cacher. Les jours précédant le verdict furent les plus longs de la vie de Laurent. Chaque heure s'étirait comme une éternité suspendue. Le moindre bruit de téléphone suffisait à le faire sursauter. Il passait ses journées à revoir les documents, à échanger avec Clarisse, à soutenir Camille, qui, bien qu'abritée dans l'appartement sécurisé, semblait se consumer d'angoisse. Mais surtout, il allait voir Théo, tous les jours, sans faute. Le garçon l'attendait maintenant, presque avec impatience. Il jouait aux échecs, construisait des maquettes, dessinait, des gestes simples, mais empreints d'une profondeur nouvelle. Théo ne posait pas de questions, mais son regard devenait plus long, plus insistant, comme s'il savait qu'un changement approchait. Un après-midi pluvieux, alors qu'il dessinait côte à côte, Théo rompit le silence. « Tu vas partir bientôt ?» Laurent posa son crayon, le cœur serré. « Je ne veux plus partir, mais je dois attendre qu'on me dise que je peux rester. » « Qui décide ? » ?»« Une juge. Elle doit s'assurer que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. » Théo réfléchit un instant. « Et si elle décide que non ?» Laurent inspira lentement. « Alors je me battrai jusqu'à ce qu'elle change d'avis. » Cette promesse simple et ferme sembla apaiser quelque chose en Théo. Il hocha la tête, reprit son dessin. Un homme et un enfant, côte à côte, devant une tour. Il n'avait jamais dessiné cela avant. Mais l'ennemi, silencieux jusqu'alors, se fit entendre la veille de l'audience finale. Le couple candidat à l'adoption lança un dernier recours d'urgence, s'appuyant sur la fragilité psychologique de Camille et sur le fait que Théo n'avait jamais été officiellement reconnu par Laurent au moment de sa naissance. Leur avocat insinua que cette reconnaissance tardive n'était qu'un caprice sentimental, motivé par une soudaine envie de paternité. « Ils vont tout faire pour retarder la décision », prévint Jean-Baptiste. Leur stratégie est de créer le doute, de gagner du temps, de fatiguer Camille et de faire croire que Théo mérite plus de stabilité que ce que tu peux offrir. Mais quelle stabilité offrent-ils, ces gens? Ils n'ont même pas encore passé une heure seuls avec lui. Tout est basé sur des apparences. Justement, c'est ce que nous devons démontrer, que la véritable stabilité, c'est toi. Laurent passa la nuit suivante à rédiger une lettre à la juge Bérard. Pas une lettre d'avocat, une lettre d'homme. Il y parla de son père, de la manipulation, de la douleur de découvrir qu'on lui avait volé la chose la plus précieuse au monde. Il y parla de Théo, de ce qu'il ressentait en sa présence, de la manière dont il le regardait sans le savoir, comme un fils. Le jour de l'audience finale, la salle était tendue, pleine. Les journalistes s'étaient amassés à l'entrée du tribunal. L'affaire de la cour avait fini par filtrer dans les cercles médiatiques. Le nom, la fortune, l'histoire d'un enfant abandonné par erreur. Tout cela avait suffi à attiser la curiosité publique. Laurent entra, entouré de ses avocats. Camille, droite, le suivait. Théo, pour sa part, n'était pas présent. Il avait été entendu en amont, lors d'un entretien avec une psychologue spécialisée. Sa parole, bien que brève, avait marqué les esprits. « Quand je suis avec lui, je me sens bien, comme si je le connaissais depuis toujours. » La juge Bérard ouvrit la séance avec la même rigueur qu'à son habitude. Les avocats adverses plaident l'intérêt supérieur de l'enfant, citant les règles de continuité affective, l'importance d'une procédure respectée sans interruption émotionnelle. Ils s'attaquèrent à Camille, évoquant ses années de disparition comme une irresponsabilité. Ils tentèrent de peindre Laurent comme un père improvisé, mu par la culpabilité. Lorsque ce fut son tour, Jean-Baptiste se leva, posa calmement ses dossiers sur la table et dit simplement « Ce que vous voyez ici n'est pas une bataille d'orgueil. C'est la réparation d'une faute, celle d'un homme trahi par les siens, qui a découvert qu'il avait un fils et qui veut maintenant faire ce qui est juste. Monsieur de la Cour ne fuit pas ses responsabilités, il les réclame. Et c'est peut-être cela la plus grande preuve d'amour. » Puis Camille fut appelée. Elle parla avec une dignité sobre, les yeux dans ceux de la juge. « J'ai fui parce que j'étais seule. J'ai fui parce qu'on m'a effrayée. Mais je n'ai jamais cessé de l'aimer, lui. Et je n'ai jamais cessé de penser à notre fils. Aujourd'hui, je suis là,
et je vous demande de lui donner une chance, à tous les deux. » Quand Laurent prit la parole, le silence se fit. Sa voix, grave, posée, ne tremblait pas. « Ce que j'ai à offrir à Théo, ce n'est pas une vie parfaite. Ce n'est pas une maison dorée ou une école privée. Ce que j'ai, c'est un cœur, et il bat pour lui. Chaque jour, je veux être là pour sa première dent qui tombe, pour ses cauchemars, pour son premier vélo sans roulette. Je veux être là, même quand il ne voudra pas de moi. » Il marqua une pause, puis termina. « Je ne veux pas seulement le reconnaître, je veux qu'il me reconnaisse. Un jour, comme son père. » La juge Bérard nota quelque chose, puis leva la séance. Le verdict serait prononcé le lendemain matin, à huis clos. Laurent sortit du tribunal avec Camille. Ils n'échangèrent pas un mot, pas besoin. Tout avait été dit. Désormais, il ne restait plus qu'à espérer que la vérité suffirait. Le matin du verdict, Paris semblait figé dans une brume silencieuse. Les pavés mouillés du palais de justice réfléchissaient une lumière grise, presque irréelle. Laurent arriva seul, vêtu sobrement. Il n'avait pas dormi. Chaque heure de la nuit avait été une veille intérieure, un face-à-face avec ses doutes, ses souvenirs, ses espoirs. La salle d'audience était vide à l'exception de quelques fonctionnaires et de la juge Bérard. Pas de public, pas de journalistes. Seulement ceux qui comptaient, Camille, Clarisse, Jean-Baptiste. Le silence s'imposa tandis que la magistrate ouvrait son dossier. Elle lut lentement, d'une voix calme mais ferme. Après analyse de tous les éléments présentés, témoignages, documents, et dans l'intérêt supérieur de l'enfant, le tribunal reconnaît la paternité biologique de M. Laurent Delacour à l'égard de l'enfant Théo Rochefort. En conséquence, et compte tenu de la volonté manifeste de l'enfant de nouer un lien affectif avec M. Delacour, ainsi que de la capacité de ce dernier à pourvoir à son éducation, sa sécurité et son bien-être émotionnel, la garde est accordée à M. Delacour. Le cœur de Laurent se contracta. Il ferma les yeux un instant, comme pour vérifier s'il n'était pas en train de rêver. Puis il regarda Camille. Elle pleurait en silence, les épaules tremblantes. Clarisse posa une main sur son épaule. Jean-Baptiste esquissa un léger sourire. Tout était dit, tout était gagné. Cette décision prend effet immédiatement, conclut la juge. L'enfant pourra quitter l'orphelinat aujourd'hui même. Laurent sortit du tribunal sans dire un mot. Dans la rue, il sentit l'air froid sur son visage comme une bénédiction. Il marcha sans chauffeur, sans escorte. Il voulait faire ce trajet à pied. Il voulait arriver jusqu'à Théo avec le cœur battant, les pensées en désordre, les mains vides et l'âme pleine. À l'orphelinat, Clarisse l'attendait. Elle lui tendit un petit sac, quelques affaires de Théo, ses livres préférés, un pull trop petit, un dessin roulé. Rien de matériel ne pouvait représenter ce que cet instant signifiait. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la salle commune. Théo était là, assis sur un tapis, entouré de blocs de construction. Lorsqu'il leva les yeux, il vit dans le regard de Laurent une chose qu'il n'avait jamais vue avant, la certitude. « On peut rentrer à la maison ?» demanda-t-il, presque timidement. Laurent s'agenouilla devant lui. « Oui, mon garçon, on rentre. » Théo se leva, saisit la main de Laurent sans hésiter. Ils traversèrent les couloirs de la maison Saint-Célestin, saluèrent les éducateurs, les enfants, Clarisse. À la porte, Théo s'arrêta, regarda une dernière fois derrière lui, puis serra la main de son père un peu plus fort. Dans la voiture, ils roulèrent en silence jusqu'à Paris. Camille, assise à l'avant, jetait parfois un regard en arrière. Théo regardait le paysage défiler, le front contre la vitre. « On va où ?» finit-il par demander. « Chez nous, répondit Laurent, à la maison. » Le mot « maison » n'avait jamais résonné aussi juste. L'appartement de Laurent, d'habitude si froid, si ordonné, avait été discrètement préparé. Quelques jouets, une chambre aménagée, des dessins encadrés. Rien d'exubérant. Juste de quoi faire sentir à Théo qu'il n'était pas un invité. Il s'installa timidement, observa tout, puis demanda « Tu veux qu'on dessine ?»« J'aimerais beaucoup. » Ils s'assirent au sol, côte à côte. Camille les observa un instant, puis s'éloigna vers la cuisine, les laissant seuls. Théo prit une feuille, la plia, la tourna. Puis il traça un trait, puis un autre. Et enfin il dit « J'ai pas besoin de comprendre tout. Je suis juste content que tu sois là. » Laurent ne répondit pas. Il le regarda, le cœur gonflé. Les mots n'étaient plus nécessaires. Le soir venu, ils dînèrent tous les trois simplement. Puis Théo monta se coucher. Avant de fermer la porte, il se tourna vers Laurent. «
Tu peux rester jusqu'à ce que je m'endorme? Toute la nuit s'il le faut. Laurent resta là, assis sur une chaise, dans la pénombre de la chambre. Il écoutait la respiration de son fils ralentir, se calmer, devenir régulière. Il ferma les yeux. Il pensait à Henri, à Louise, à tous les noms qui avaient voulu effacer cette histoire. Et il pensa que, finalement, rien n'avait pu l'emporter sur l'essentiel, l'amour d'un père pour son fils. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, Laurent Delacour dormit sans cauchemar. Il n'était plus seul, et il ne le serait plus jamais.